Beaucoup à vous, Franck, pour ce tour d'horizon qui plante le décor de notre discussion ce matin. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Faut-il déjà se fatiguer doit dire de la durée des transitions dans ces différents pays-là? Oui, parce que, vous savez, je suis affirmatif du fait que quand on dit qu'on doit partir à un moment ou à un autre, une échéance en est une, en fait. Il ne faut pas rendre élastique les délais à la tête des républiques, parce que quand on dit république, ça veut dire littéralement chose de tous. Donc tous ont droit d'accéder aux fonctions les plus élevées selon les règles érigées et dictées comme telles dans le pays. Donc après Assimi Goïta, les partis politiques, des personnalités influentes rêvent grand également pour le Mali, au même titre que ses militaires. Donc à un moment donné ou à un autre, il faut, selon les termes du contrat qui lie avec les gouvernés et les populations, il faut à un moment donné partir. Maintenant, quand cette légitime préoccupation est remontée et que je prête flanc à cela ce matin, de l'autre côté également, je tiens compte spécifiquement du contexte malien. Le contexte est tel que IBK, face à la menace sécuritaire, était un peu trop timoré selon certaines langues au Mali, selon certaines observations. Ils ont trouvé que les discussions avec les partenaires comme la France, comme l'Union européenne, la MINUSMA des Nations Unies, le programme, la MINUSMA qui avait déjà pris son envol avec la CEDEAO ici et qui ensuite s'est étendu, des militaires de rang et des officiers supérieurs ont trouvé que ça allait à pas de tâtons et que jamais le Mali n'appartiendrait plus totalement aux Maliens, parce que nous parlions à une époque où nous parlons d'une époque à laquelle 2/3 du territoire malien n'appartenait plus aux Maliens, et donc ils ont pris les armes, ils ont évincé IBK. Ensuite ils ont trouvé que Bandao, le civil amené, était encore... On fait toute l'histoire, William. Il faut justement savoir à quel point on en est aujourd'hui véritablement, si on a avancé et si on est en droit de se plaindre de la durée que prend, je dois dire, cette transition. Justement, si je n'étale pas un peu la chronologie des événements, Franck l'a déjà suffisamment planté. Oui, mais pas les éléments que je suis en train de rajouter. Vous voyez, à un moment donné, Choguel Maïga le disait dans son interview à la presse internationale, il dit que les messieurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont vécu en tant que FAMA, forces armées maliennes, des frustrations qui leur montrent que ce territoire malien ne sera jamais reconquis si les choses continuent en l'état. C'est ce qui les a amenés à prendre le pouvoir. Est-ce que c'est un justificatif? Non, dans une république, il y a des règles pour accéder au pouvoir. Maintenant, quand vous y accédez, il y a matière à faire ce que vous avez à faire et à partir. On dira qu'ils ont repris Kidal. C'est la plus grosse réussite de ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés au centre du Mali. En moins de 2 ans. Ils sont retournés au centre du Mali. Au nord, plus encore, ils remettent en cause l'accord d'Alger avec les Touaregs, avec les rebelles de l'Azawa de 2015. Ils disent que c'est un instrument occidental. Bref, ils font partie des bases militaires françaises. C'est un acquis parce que, voilà, des pays qui ne mangent pas à leur faim, mais qui ont des bases militaires étrangères à chaque point de leur... Donc, je trouve qu'ils ont des raisons suffisantes, mais l'élément essentiel est que pour ces raisons, on ne peut jamais dire qu'on ne va pas quitter le pouvoir. Parce que même si c'était des civils, l'État est une continuité et les chantiers entamés, d'autres les achèvent. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Oui, je demandais à William s'il fallait se fatiguer de la durée de cette transition. Vous savez, à mon sens, les questions de transition au niveau de ces pays, pour l'heure, ne sont pas une préoccupation pour les hommes forts d'aujourd'hui. Vous savez, au Mali, on est parti d'abord sur la base de 18 mois. Après 6 ans, on est revenu à 3 ans et demi. On devrait organiser les élections en février 2024. Cela n'a pas été fait. Et dans les autres États également, il y a des engagements qui n'ont pas été respectés. Moi, je pense que l'erreur au niveau de l'état d'esprit de ces hommes, c'est de penser que à eux seuls, ils ont la solution aux problèmes de leur peuple et que d'autres personnes ne peuvent pas véritablement
le faire. Ils estiment qu'aujourd'hui, avec la force militaire qu'ils ont autour d'eux, ils ont la possibilité vraiment de prendre des décisions fortes, n'est-ce pas, de pouvoir redresser le pays au plan sécuritaire, que sais-je encore. Et donc, le départ risque, à la tête de ces États, risque de noyer tous les efforts. Et vous savez que c'est ça l'erreur d'une transition. Et quand on est convaincu de ça avec cet état d'esprit, on est vraiment parti pour durer. Et c'est tout le problème que ces pays ont avec par exemple la CEDEAO. Parce que pour la CEDEAO, il faut un agenda clair établi, n'est-ce pas, qui va pouvoir nous conduire vers l'organisation des élections et puis ensuite vers une transition, vous savez. Et donc, ça devient un peu fatigant, n'est-ce pas? Et quand vous êtes organisation de la société civile et que vous abordez le sujet, c'est très dangereux pour vous. Quand vous êtes journaliste et que vous estimez qu'on est en train de s'éterniser, ça devient un problème. Il faut croire que ces messieurs sont en train, je dirais, de faire une forme de poutinisation de leur pouvoir, d'autant plus que c'est leur allié et puis c'est peut-être un modèle. C'est vrai que le cas de Mali, William l'a relevé, il y a eu des résultats qui atténue un tant soit peu la longueur de la transition des villes qu'on a récupérées aux mains des djihadistes, n'est-ce pas, et qui justement est utilisé véritablement comme argument, n'est-ce pas, pour davantage légitimer le fait qu'on est toujours au pouvoir. Mais ce n'est pas le cas au niveau de la Guinée de Mamadou Doumbouya, qui lui, vous voyez un peu ses escortes à longueur de journée, il est plus sécurisé en tant que chef d'État que le reste de sa population. Toutes les fois qu'il se déplace, même pour aller dans une mosquée, on déplace toute l'armée, c'est à croire que sa vie, elle est plus importante que la vie des Guinéens. Eloche, bonjour. Vous êtes aussi fatigué de la durée des transitions? Pas fatigué, mais c'est vrai que la transition d'une certaine manière prend du temps, mais il faut l'analyser sous deux aspects, sous deux angles. Le premier angle, c'est d'abord de voir pourquoi aujourd'hui la transition prend autant de temps. Et la seconde option, c'est de voir est-ce que vraiment ce que nous sommes en train d'avoir comme transition n'est pas plutôt un mandat qu'on s'offre simplement pour pouvoir aller de l'autre côté. Dans le premier cas, pourquoi la transition prend du temps? Nous allons remarquer que dans bien des cas, ce sont des pays qui se sont retrouvés, surtout quand je prends le cas du Mali, qui se sont retrouvés à la tête d'un pays, dans l'État où il y a eu beaucoup de changements qui s'imposaient. Je prends le cas du Mali précisément, où dès qu'on est venu, on s'est rendu compte qu'il y a des accords à modifier, il y a des institutions à corriger, il y a également des dispositions sécuritaires, militaires à prendre. Quand on regarde tous ces aspects, il faut se demander, est-ce que le temps qu'on s'offre, ou du moins le temps que la communauté internationale observe et qui a priori est relativement long, est-ce que vraiment ce temps permet de corriger? L'autre chose est de savoir, est-ce que véritablement on pourra tout corriger avant de passer aux élections? Parce que qu'on le veuille ou non, ils sont dans une république, et la république, le mode de la république, c'est l'alternance au pouvoir, qui commence d'abord par une élection transparente et crédible. Mais on se rend compte que le système panafricaniste qui est en train d'être mis en place d'abord, c'est de pouvoir, rompre les amarres avec, d'une certaine manière, l'ancienne colonie. Et l'autre chose, c'est de pouvoir maintenant s'offrir, ou du moins se donner cette autonomie, cette intégrité nationale, et pour maintenant aller beaucoup plus négocier, pas pour rompre complètement avec peut-être l'ancienne colonie, mais plutôt pour renégocier les clauses, c'est-à-dire les clauses qui ont été faites d'une certaine manière avant les indépendances. Et on a vu effectivement le Mali qui a rompu beaucoup de clauses dans ce sens-là. Est-ce que ce sont les procédures, c'est-à-dire ce sont les bases à poser pour pouvoir maintenant réinstaurer une certaine stabilité socio-économique et surtout militaire qui prend du temps? Ça, c'est la question que nous avons tous à nous poser. Mais l'autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux angles, c'est dit, est-ce que nous ne sommes pas en train d'être face, nous ne sommes pas face à un mandat déguisé qui c'est en fait une transition plutôt qui se met en un mandat qu'on s'offre, mais un mandat de façon illégitime, qu'on le veuille ou non, ce mandat est illégitime. Illégitime ou illégal? Non, illégal et illégitime, les deux à la fois. C'est illégitime et illégal. C'est pour qu'on appelé pour
populaire, L'alliance des réactions populaire ne etc. donne pas la légitimité. L'alliance populaire ne donne pas la légitimité à un coup de force. Un pouvoir légitime, dès lors que la population adhère dès que vous optez pour un coup de force, vous pouvez dire que la population vous accompagne. Mais ce n'est pas légitime, ce n'est pas légal. Il faut qu'on ait le courage de dire, de le préciser. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous ne sommes pas face à une transition qui se mue en un mandat qu'on s'auto-offre? Oui, c'est vrai que la question de la légitimité, vous voyez, elle est relative, hein, parce que autant il y a des gens qui, disons, haranguent la foule ou bien qui manifestent positivement pour un coup de force, autant il y a des gens dont on a renversé peut-être le leader qui ne sont pas du tout contents et qui sont également dans la population. Donc, pour moi, le peuple est divisé. Eux, ils ne peuvent pas manifester. On va les mater. On va justement les mater. C'est dangereux. Mais moi, je pense que plus la transition dure dans un État, plus elle engendre des dérives. Elle engendre disons, elle ne permet plus à ceux qui sont au pouvoir de cerner la mission ou de cerner, disons, les priorités. Plus elle dure, plus elle crée une certaine incertitude dans la tête des populations, parce que l'objectif final, c'est de mettre en place des institutions et d'organiser des élections démocratiques. Mais à la lueur où vont les choses aujourd'hui dans les États de l'Alliance du Sahel, moi je pense qu'on est en train de passer un tout petit peu à côté de la plaque. Vous savez, une transition, c'est la période qui consacre le passage d'un régime autoritaire ou d'un régime militaire à un régime démocratique. Ce temps-là doit être relativement court pour ne pas engendrer d'autres problèmes. Parce que les militaires ne sont pas faits... Quel est le temps relatif? Le temps relatif que nous connaissons, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Okay. C'est 6 mois. C'est 6 mois et peut-être on renouvelle ça une fois, donc disons entre 6 mois et 12 mois, et le jeu est fait, vous rendez le pouvoir aux civils, vous mettez en place des bases solides pour régler les problèmes sécuritaires, parce que si même vous êtes dans les casernes, c'est que vous pouvez apporter votre expertise à celui qui va se mettre au pouvoir. Si tant est que vous avez fait un bon travail, il va vous consulter. Le pouvoir n'est pas fait pour les militaires. Les militaires, ils sont dans les casernes, ils défendent la sécurité du territoire, ils défendent, disons, les valeurs de l'État et ils essaient de protéger l'État contre les agresseurs et tout, mais je dis que la République est compartimentée, de sorte que chacun a son couloir, chacun a son job qu'il doit jouer pour construire la nation, à savoir les civils gérer le pouvoir politique, les militaires défendre la sécurité du territoire, la société civile, disons les hommes d'affaires, ainsi de suite. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si on en arrive à avoir des coups de force, c'est parce qu'à un moment donné, les civils ont failli, et dès qu'ils ont failli, vous prenez le pouvoir. Et il faut le remettre encore pour qu'il faillisse à nouveau. Oui, il y a d'autres civils. Non, il y a d'autres civils. C'est un cycle qu'il faut pas arrêter. Oui. Il n'y a pas que ceux qui ont failli qui sont dans l'État. Il y a d'autres civils qui peuvent mieux faire le travail. Et très souvent, lorsque la transition... Est-ce qu'on ne fait pas une petite erreur? Parce que nous avons sur le continent, si mes comptes sont bons, 5 pouvoirs militaires nouvellement installés. On a le Gabon, on a la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Donc ça fait 5 pouvoirs quand même militaires qui sont venus récemment au devant de la scène politique. Est-ce qu'on ne fait pas une petite erreur en mettant tout cela ensemble pour dire que la transition elle est trop longue, William? Avant d'en venir à cette question qui est justement la relance qui vient de l'analyse de Franck, son dernier volet, il y a deux questions qui me sont très essentielles. La question de la légitimité. Dans une république qui opte pour la forme de gouvernance appelée démocratie, aucune légitimité n'est sans règle. C'est-à-dire la légitimité va de pair avec la légalité. Et cette légitimité, c'est dans les urnes. Le peuple souverain envoie à travers son bulletin de vote, donne plein pouvoir, donne carte blanche à une personne ou fait la déchéance d'un pouvoir, qu'il soit despotique ou non, autocratique ou non. L'alliance populaire... Donc un troisième mandat, un quatrième mandat, des scores à la soviète, c'est légitime. Pas du tout.
Parce Mais que j'ai ce dit que que vous la dites- légitimité va de pair avec la légalité. Oui. Si la légalité est déjà tronquée dans sa source et qu'on surfe sur ce que Maître Wade a créé au Sénégal, la fameuse notion de nouvelle république que je mets entre griffes, et que c'est sous ce couvert qu'on redonne un mandat constitutionnel à quelqu'un qui en a déjà fait deux, attention, la légitimité qui serait issue de cette légalité tronquée de fait est tronquée tout aussi. C'est un... Ça, c'est la première question évacuée. C'est la première question évacuée. La deuxième. Le deuxième point évacué, c'est ce que Ulrich dit sur le mandat que les gens s'offrent. C'est normal. Quand des juges constitutionnels qui ne sont plus en poste, parce que la Constitution qui établit leur pouvoir et fonde leur pouvoir a été évincée, a été déchirée du moins par un putsch militaire, et que ceux qui ont perpétré ce putsch se mettent à prêter serment par 2 fois au Burkina, par 2 fois au Mali, devant ces mêmes juges constitutionnels qui les investissent après la menace des armes pour accéder au pouvoir. Là, on a recréé un autre État, on a semé une pagaille. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils disent, nous n'allons pas accepter que vous prêtez serment devant nous, c'est ça? Justement, dans des contextes comme ça, quand vous acceptez parce que vous y êtes contraint, c'est ce que ça engendre. Parce que Assimi Goïta vous dira qu'il a prêté serment, un peu comme Brice Oligui Nguema, un peu comme le capitaine. Tout le monde a prêté serment. Il prête serment. Ça sort d'où? Un universitaire béninois que je respecte beaucoup a même écrit un article scientifique là-dessus que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la semaine écoulée. Il appelle ça des coups d'État 2.0 avec une recherche de légitimité qu'ils n'auront pas. Donc, sur la question de la légitimité et du mandat qu'ils s'offrent, c'est normal, c'est parce que nous sommes dans le non-droit et c'est pour cela qu'il faut des solutions sénégalaises aux crises démocratiques. Il ne faut pas la solution des armes parce que la solution des armes libère de la tyrannie d'un seul homme dans sa dérive, dans ses dévoiements, mais renvoie dans d'autres dévoiements inarrêtables dans un état de droit. Pour en venir maintenant à votre question sur les taches d'huile, sur le fait que nous sommes dans un contexte, nous sommes dans une équation à plusieurs inconnus. C'est normal. Idriss Déby Itno est mort depuis le 20 avril 2021. Ça fait 3 ans. Oui, j'ai même oublié même celui-là de le compter parce que c'est un coup d'État aussi. Justement, même depuis 3 ans. Oui. Mais lui, on l'a laissé mater des populations dans les rues. Lui, des opposants meurent en prison, des généraux meurent en prison. Non, ça c'est trop loin. Il y a même un opposant qui a été... Justement, il y a Bilo, vous voulez dire. Une balle dans la tête récemment. Qui meurt d'une balle dans la tête, ça ce n'est pas grave. Quand on est en odeur de sainteté avec certaines chancelleries internationales, cette transition ne la trouve pas longue et le président qui perpètre ça, après avoir hérité du pouvoir dans une dynastie vieille de je ne sais combien de décennies, lui, il peut être candidat au même titre que son premier ministre, un ancien opposant à la Ousmane Sonko, et ils peuvent aller s'affronter dans les urnes. Là, il n'y a pas de débat. Brice Oligui Nguema, un autre coup d'État 2.0 encore, la grande muette aux côtés d'un président de la République censé assurer sa sécurité. On peut descendre à Ali Bongo, on peut libérer le peuple gabonais de la dynastie Bongo, mais si tant est qu'on organise un soi-disant dialogue national, qu'on réunit beaucoup de forces vives, qu'on signe beaucoup d'états financiers, que des gens mangent, on arrive à rassembler des gens autour et qu'on bavade beaucoup, on écrit des choses qui aboutiront à blanchir, à rendre immaculés ces actes perpétrés tout aussi condamnables et blâmables que les cas guinéens, maliens et burkinabés, on peut se blanchir, on peut sanctifier. Je dis par là que c'est tout ce comportement qui légitime un peu la réaction des Maliens, des Burkinabés et autres. On a comme impression que la fille France et la fille Occident a plusieurs regards. Franck l'a dit dans son commentaire, Zelensky, quand Poutine là-bas, quand Poutine lui met les feux aux fesses, il peut ne pas organiser les élections. Mais les Maliens vous diront aussi que l'État est parti, qu'il n'y a plus un État. L'État malien s'arrêtait à Bamako. Vous voyez? Oui. Ulrich, rapidement, la question c'est, est-ce qu'il faut mettre tous ces États-là dans le même panier pour dire la transition est longue? Est-ce qu'il n'y a pas de singularité qui isole chacun de ces partis? Merci beaucoup à William de me rappeler que Zelensky a oublié justement d'organiser les élections et que là-bas la transition n'est pas beaucoup trop longue. Elle n'est pas longue là-bas. Et il faut dire effectivement que vous aviez compté 5 tout à l'heure, mais c'est 6 en réalité, c'est 6 États. Il fallait ajouter justement le Tchad. Le Tchad, justement. C'est 6 États qui se retrouvent dans cette posture de transition relativement longue. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, quand on regarde les États séparément, moi je pense qu'il faut déjà commencer par le premier putsch parmi les 6,
Et maintenant, comptez, à partir du tout premier putsch, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le second, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Maintenant, l'autre angle encore d'analyse, c'est de voir derrière ces putschs-là, qui sont ceux qui vassalisent ces putschs, qui sont ceux qui accompagnent ou qui donnent leur onction d'une certaine manière. Parce que, qu'on le veuille ou non, vous allez remarquer que tous ces pays qui sont en transition, tous ces pays où dans lesquels nous avons des groupes, nous avons la junte militaire au pouvoir, sont toujours vassalisés par des puissances occidentales. Et c'est justement une guerre par procuration qui se pose toujours dans ces États-là. Et maintenant, on parle de transition. Quand il s'agit d'une vassalisation plus ou moins acceptée dans la sous-région, on estime que oui, là, ils ont le temps de travailler. Mais quand ce n'est pas une vassalisation qui n'est pas très vue, qui n'est pas bien vue dans la sous-région, on estime que oui, là, ça a déjà trop duré. Et quand vous faites bien attention, on se pose la question de savoir ceux-là qui se positionnent et qui prêtent serment. Et j'apprécie bien William quand il précise que normalement, un putschiste, quelqu'un qui a pris les armes pour arracher, pour récupérer le pouvoir de force, qu'on lui permette de prêter serment, c'est une sorte de légitimité qu'on est en train de lui donner. C'est une sorte de légalité, mais qui ne tient pas parce que ça ne répond à aucune norme. Mais dans le même temps, qu'on veuille demander à ces gens-là d'écourter ce qu'ils pensent être leur mandat, leur période de transition, parce que officiellement on parle de période de transition, mais regardez Doumbouya, mais c'est un chef d'État qui se pavane. Quand vous le regardez, vous constatez que il se donne tous les attributs. Vous êtes passé de sa promenade. Non, je n'ai rien contre sa promenade, bien au contraire. C'est un chef d'État. Mais il est citoyen guinéen, il se promener à Conakry, pour se promener avec tous ses attributs, il faut récupérer le pouvoir des urnes légalement et légitimement. D'accord. Allez les gars, on va faire avancer le débat. Il crée aussi quelque chose qui est arrivé entre-temps en Côte d'Ivoire, quand on a eu le coup du balayeur balayé. Donc, il faut bien se promener et bien protéger. Et puis, nous rend service, vous voyez son dress code, il est allé ressusciter les accoutrements de guide libyen. L'Afrique pas ici, l'Afrique est là-bas. Exactement. Donc, en fait, c'est tout le problème qu'on a avec les régimes militaires. C'est qu'on ne contrôle plus rien au plan institutionnel. Oui, c'est normal que quand on a fini de faire un coup d'État, on peut exiger un juge conditionnel devant le but prêter serment. Le monsieur, qu'est-ce qu'il peut? Il ne peut rien faire. Absolument, il est obligé. Et vous avez de ces genres de cas dans pratiquement tous ces États. Et c'est pour ça que les coups d'État ne sont pas justement une forme d'accession à un pouvoir. Il faut pouvoir les condamner, quoi qu'en soient les raisons qu'on a derrière, sécurité, France-Afrique, machin, et puis tout ça. Je pense aussi qu'il y a la peur du lendemain. Vous savez, quand on a fait tout ça pour un coup d'État, on ne va pas rester pour 6 mois et passer le pouvoir. On se pose bien la question, finalement, pourquoi on s'est donné autant du mal, se réveiller la nuit et puis prendre le pouvoir. Et donc, il y a la peur du lendemain de ce que on a pris des décisions, et je pense que ça pèse surtout sur le cas du Mali. Il y a des accords, on a mis fin à des accords. On a quitté la CEDEAO, et donc, si on fait une transition aux mains des civils, on est en mesure de revenir encore sur cette décision. Ce qu'un Goïta ne peut pas du tout accepter pendant qu'il est encore sur le territoire. Donc, ça devient compliqué. Donc, je pense qu'il faut observer avec beaucoup de tristesse qu'au niveau de ces États, la transition, elle n'est pas pour demain. Non, la fin de la transition. La fin de la transition n'est pas pour Lorsque demain. quelqu'un prend le pouvoir par les armes et qu'il est le président d'une cour constitutionnelle, soit obligé de l'amener à prêter serment, c'est tout normal. Il prête serment en tant que président de la transition. Il ne peut pas prendre le pouvoir par les armes, aller s'installer au palais, commencer par exercer le pouvoir. Il faut qu'il donne une certaine l'égalité à ce qu'il a fait. C'est pour cela que les gens sont obligés de prêter serment. Maintenant, même dans les années 90 où on avait une certaine instabilité en Afrique, les transitions ont duré une très courte période. Vous voyez, les gens viennent, ils font 6 mois, ils passent, même, c'est vrai que 24 heures après, on peut encore le décharger rapidement, un autre coup d'État, mais on faisait des transitions qui étaient dans une période vraiment encadrée. Moi, je dis que rien ne saurait expliquer le fait que lorsque vous prenez le pouvoir par les armes, que vous n'organisez pas très vite
disons, les élections pour la dévolution du pouvoir aux civils, rien ne saurait expliquer cela. Lorsque vous venez au pouvoir, vous avez dit, voilà, nous avons constaté qu'il y a des problèmes, il y a une certaine, disons, il y a un gâchis au sommet de l'État, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Ça veut dire que vous aviez connaissance de ce que vous allez faire avec précision. Et donc, dès que vous venez, les gens sont maintenant, ils se heurtent à la réalité du pouvoir. Ce n'était pas aussi facile pour les civils lorsqu'on les accuse, par exemple, de ne pas régler les problèmes des populations et en même temps le problème de l'insécurité grandissante dans certaines contrées de ces États-là. Donc lorsqu'on vient au pouvoir, on se dit qu'on a du temps et c'est pourquoi le mandat, dans certains pays, ça dure. Le mandat présidentiel dure soit 6 ans ou soit 5 ans ou ailleurs, je ne sais, 7 ans ailleurs. Donc, il y a du temps pour régler les problèmes. Même si on leur donne à eux 10 ans, je vous dirais qu'ils ne parviendront jamais à résorber les problèmes auxquels les populations sont confrontées parce que justement, c'est des problèmes qui ont eu le temps de s'ancrer dans le quotidien des peuples de ces États-là. Donc, il faut du temps pour régler le problème. C'est trop égoïste. On ne finit jamais de régler les problèmes de peuple. Oui, c'est vrai. Et cela, les militaires doivent l'appréhender, doivent apprendre cela pour dire que, écoutez... Si la motivation de leur transition, c'est de régler vraiment tous les problèmes de leur peuple, alors ils sont partis pour être éternels. Hein. Parce que, écoutez, charge que Dieu fait, nos peuples ont des besoins. Absolument. Nos peuples ont des besoins. Donc, ils ne peuvent pas... Enfin, il y aurait en venant au pouvoir. Je crois que nous menons le débat en ne nous posant pas les bonnes questions au départ. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'il faut mettre toutes ces transitions dans le même panier et faire le débat? Et je vais commencer déjà à aider à faire une clarification. Chaque coup d'État qui a été perpétré dans ces 6 États avait chacun un mobile bien précis. Dans les États de Sahel, ils ont parlé de sécurité et du terrorisme qui prenait de l'ampleur. Et je crois que quand on observe un peu le comportement de ces régimes, la priorité, enfin, ce à quoi ils ont donné priorité, jusque-là, en tout cas quand j'observe, c'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'ils ont des résultats? Est-ce qu'ils n'ont pas des résultats? Est-ce qu'en l'état actuel, ils peuvent passer le témoin? C'est des questions qu'il faut se poser au départ. Dans les autres transitions, ils sont venus pourquoi? À Libreville, il est venu mettre fin à un régime qui durait trop avec un monsieur qui était grabataire mais qui voulait encore être président. Est-ce qu'il a résolu le problème fondamentalement? Est-ce qu'il a eu déjà le temps suffisant de régler ce problème-là? Au Tchad, par exemple aussi. Donc, on peut se poser des questions ainsi de suite, de façon à identifier à partir des régimes qui sont installés, si effectivement, on est en mesure de se dire aujourd'hui si la transition est longue ou pas, s'ils sont là et qu'ils ont des résultats ou pas, s'il faut trouver un moyen de redirectionner justement leurs actions au Tanguy et Eric. Il n'y a pas de singularité à avoir au niveau de ces États. Un État militaire reste un État militaire. Moi, j'ai toujours estimé que les raisons qu'on a évoquées, ce ne sont que des prétextes pour arracher le pouvoir. Quel est ce pays qui n'est pas menacé par le terrorisme? Enfin, plusieurs pays. Les États-Unis, c'est comme Biden qui dira que bon, parce que nous avons des informations qui font état de ce que notre pays est sous menace, je reste au pouvoir, je ne quitte pas le pouvoir, mais les militaires prennent le pouvoir. Non. La vie d'un État est frappée. La vie d'un État est frappée par plusieurs problèmes. Mais cela n'a même pas des militaires à prendre le pouvoir. On a fait le coup d'État au Gabon. Moi, je sais que William, on a compris qu'au Gabon, Assimi Goïta faisait partie des militaires de rang. Vous me permettez de prendre le contrôle? Oui. D'accord. On a compris qu'au Gabon, que c'était du maquillage. Oui. On a compris. Voilà. Assimi Goïta faisait partie des militaires de rang qui, à la porte de Kidal, se faisaient interdire l'entrée dans une ville malienne par des Français qui étaient basés à Kidal. Assimi Goïta et Eric Guédénon ne peuvent pas avoir le même discours sur le problème de la sécurité au Mali. Quand 2/3 du territoire de votre pays, le pays pour lequel vous avez donné votre sang, et que vous avez pris un treillis militaire, le pays pour lequel vos frères d'armes tombent tous les jours, alors que ce n'est pas la thérapie pour régler un problème, vous ne tenez pas le même discours sur la sécurité. Les États-Unis, il n'y a pas un seul État où l'État américain n'est pas présent. Hors de Bamako, à 100 km de Bamako, l'État malien avait disparu. Quand nous étions à une certaine époque. D'accord. Et Assimi Goïta a réussi. Mais la réussi. Par contre, la résolution du problème ne se trouvait pas dans la prise des armes,
C'est la thérapie pour Oui, moi. on a vu n'était pas l'adéquat. quand même qu'il a fait succéder plusieurs régimes civils et que le problème n'était pas... Enfin, n'était pas... Justement, c'est là qu'il faut faire le véritable Oui. diagnostic. Parce que moi, je trouve aujourd'hui que le chef de file de cette transition militaire dans l'AES, c'est Assimi Goïta. Et il a le droit de porter ce titre parce qu'il a des résultats à son actif. Ne nous mentons pas. Sur le point opérationnel, il a primé les droits de l'homme, il bâillonne les opposants, mais sur ce qu'il a dit qu'il veut faire, il utilise les mauvais moyens, mais il atteint son objectif. Il bombarde des villes entières avec des civils, mais il atteint le résultat de faire disparaître des djihadistes, de les pousser au plus loin, même s'il y a des attaques tous les jours. Maintenant, est-ce que la solution de tirer comme à la Muammar Kadhafi sur des civils pour faire partie des gens qui ont des armes, est-ce que c'est la solution? Est-ce sur la solution qui est s'éterniser au pouvoir, ou bien en janvier, quand l'échéance finit le 26 mars. Quand la gangrène a atteint, je dois dire, un niveau donné, il faut couper le pied pour que le corps se sauve. Mais les gens Oui, vont en partir au Mali. C'est tout le mal que j'ai avec Assimi Je Goïta. voudrais dire qu'à côté des bonnes questions que vous avez posées, il faut mettre les discours de ceux-là quand ils viennent au pouvoir. Ils disent, nous allons passer un temps record, nous allons mener la transition, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. On en est où aujourd'hui? Assimi Goïta, d'accord, il a eu des résultats. Il a chassé les djihadistes ou les terroristes de Kidal parce qu'il en avait marre, il ne pouvait pas aller à Kidal. Est-ce que dans le temps, ils avaient véritablement les moyens d'aller et d'affronter les terroristes qui étaient vraiment armés eux aussi? Est-ce qu'il y avait les moyens? C'est une interrogation. Aujourd'hui, il a atteint ses résultats. Ils ont pris certaines villes qui étaient aux mains des terroristes. Dans Mali également, est-ce que les problèmes des Maliens sont réglés? Moi, j'estime que, par exemple, pour le cas du Mali, on est déjà, je crois, 3 ans de transition. Pour le cas du Mali, il y a eu 4 ans. Voilà, bientôt 4 4 ans. Donc, pour le cas du Mali, par exemple, Assimi Goïta doit commencer par envisager l'organisation des élections. Je suis d'accord qu'il faut catégoriser, il faut singulariser les coups d'État au niveau du Gabon. On a dit qu'il y avait une mauvaise gestion, il faut mettre fin à la dynastie Bongo et tout. Au Tchad ou ailleurs, il y a des problèmes qu'on a évoqués, mais il y a jamais, on ne doit pas perdre de vue qu'une transition doit se faire dans un temps record. Parce que si vous ne le faites pas dans un temps record, si vous ne le faites pas dans un temps record, ça veut dire que vous-même vous êtes en train d'échouer. Pour moi, c'est clair. Le riche. Ouais. Effectivement, quand on parle de temps record, c'est assez relatif parce que c'est en fonction de ce que des problèmes qui se posent, qui étaient déjà là avant que la personne ne vienne, avant que le putsch ne se fasse. Et parfois même, ce pourquoi le putsch a été perpétré. Quand je prends typiquement le cas du Mali, c'est vrai qu'effectivement, vous avez vu, il y a des accords qui ont été aujourd'hui résiliés, des clauses qui ont été résiliées. Ces clauses ont pris du temps. Il y a eu des choses, des dispositions qui ont été prises. Regardez par exemple, tout le monde parle du départ de l'armée française. On a vu le temps que ça a pris. On a vu la procédure. Tout cela, ça prend du temps. Et j'avoue que quand on regarde tous ces aspects, on se dit, ça prend du temps, ça prend du temps. Rien que le retrait de forces françaises, on a vu banalement, ça fait plus de 9 mois. Il faut qu'on l'observe. Ça fait plus de 9 mois, ils ont réussi. Donc pendant ces 9 mois-là, il a fallu que l'armée, la junte au pouvoir suive, mette la pression pour que ça aille jusqu'au bout. Il y a ce travail qui a été fait. Observez aussi, ne serait-ce qu'à Kidal, après avoir récupéré Kidal, ils se sont rendus compte que la gangrène était même au niveau de l'administration de Kidal. Il y avait certaines autorités de Kidal qui pactisaient avec les terroristes et tout ça. Il y a tout un travail qui se fait en filigrane et que la communauté internationale ne voit pas. C'est pour cela que je dis que c'est relatif. Il y a un travail, ou du moins s'il y a des raisons pour lesquelles le putsch a été perpétré. Et William a su bien le dire tout à l'heure, quelqu'un qui a mouillé les maillots, qui a mouillé plutôt le treillis, pour voir, et qui a même saigné pour son pays d'une certaine manière, qui a voulu d'une certaine manière terminer, en découdre avec des terroristes dans une période donnée, et qui a été bloqué, parce qu'il ne pouvait pas aller vers cette ville-là. Vous savez, quand c'est comme ça, à un moment donné, vous vous dites, il faut coûte que coûte qu'on règle ce problème définitivement. Maintenant, la question de transition, est-ce que c'est trop long? C'est justement là que se pose tout le problème. Est-ce que, aujourd'hui,
à l'étape où on en est, c'est vrai qu'il y a eu des résultats qui ont été engrangés. Quand je prends le cas du Mali, il y a des résultats qui ont été engrangés. Il y a eu des réformes qui ont été des réformes qui ont été amorcées. D'ailleurs, le Mali n'était pas autant équipé en armement. Aujourd'hui, le Mali s'est équipé en armement pour pouvoir faire face à des terroristes qui utilisent l'arme lourde contre la population, qui utilisent l'arme lourde contre l'arme malienne. D'une certaine manière, il y a eu des résultats. Mais maintenant, est-ce que déjà, on commence pas à penser à passer la main à un gouvernement civil, à un chef d'État démocratiquement élu? C'est là maintenant que le Mali doit pouvoir montrer sa On va grandeur. finir avec King. Mais si les résultats de Assimi Goïta sont si légendaires, qu'il reste alors éternellement au pouvoir et qu'il règle tous les problèmes. Parce qu'on ne peut pas condamner la prise de pouvoir par la force et estimer que parce qu'on a des résultats, on a le droit de s'éterniser à la tête d'un État. C'est ce que William ne l'a pas dit ça. Mais Personne n'a dit qu'ils ont le droit de faisons pas. Non, il faut simplement analyser les résultats obtenus. On va laisser Eric finir. Moi, j'estime que la vocation de l'armée, c'est ce qu'Assimi Goïta est en train de le faire. Il peut faire la transition et continuer par jouer ce rôle au sein de l'armée et continuer par observer des résultats. Nous aurons évolué ou pas? Il y a une transition, mais l'armée continue. Oui, mais s'il n'est pas chef d'État, ce n'est pas je pense que en réunissant les Maliens, on peut trouver cette formule de pouvoir évoluer. Parce que quand on a fini de citer tous les bons résultats d'Assimi Goïta, il reste toujours un militaire à la tête d'un État. Et qu'après le discours de la transition, ce qu'on n'observe pas... Allez les gars, je dois vous remercier. Oui, William, très c'est pas long. Non, pas du tout long. Okay. Vous voyez, parfois on peut avoir toute la communauté internationale au dos, comme Fidel Castro à Cuba, faire un régime militaire s'éterniser. Pour moi, on peut avoir des résultats, mais ce n'est pas la meilleure thérapie. Mais dans la sous-région, on a un bel exemple. Rawlings, militaire, mais qui par la suite a érigé un des régimes les plus démocratiques de notre continent aujourd'hui. Goïta, ce n'est pas la démocratie sa grande priorité, mais sortir par cette porte l'arrangerait davantage. Merci beaucoup les gars. C'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur ceux qui sont venus au pouvoir par les armes pour trouver qu'ils ont une transition qui dure. On n'a pas meilleur... On a évoqué récemment on n'a pas meilleur, oui. Ceux qui ont évoqué, enfin ceux qui ont goûté le pouvoir présidentiel et ceux qui s'apprêtent maintenant à goûter le pouvoir parlementaire. Bon, oui, ça chauffe là-bas. Il y en a. Il y a une nouvelle relecture. On attend de voir ce que ça va donner. Il y en a de ces civils aussi qui sont au-delà de... Dont les mandats ne durent pas. Il n'y a pas de calendrier grec là-bas. Qu'ils ont déguisé en homme militaire. Et eux, on ne souffre pas. Ah ben, vous commencez à citer, on ne va pas finir ici. Il faut mieux s'arrêter. Bonjour à Francis Pokwa. Et j'ai pas l'impression que les gens sont très pressés de voir cette transition. Est-ce qu'il faut appeler ça transition? Non, ça c'est des mandats. Avec des élections démocratiques. Organisées à coups de milliards. Pendant qu'il y a des élections pas de soviétiques souvent. Ça, ce sont des pouvoirs légitimes et légaux. Délocalisés. Avec l'onction de la communauté internationale. Mais c'est quand même marrant. Des élections transparentes, organisées. C'est quand même marrant quand même. Diomaye Faye qui a été récemment élu président. Il avait 2 ans. Avec 2 ans, qu'un chef d'État prenait le pouvoir. Maintenant, ils sont collègues. Là-bas, mais ça ne le dit rien. Ça ne le dit rien. Ça ne le dit absolument. Son peuple, son collègue, voit le problème. Oui, mais même en football, on a vu de vieux qui ont joué avec leurs enfants. Modric a joué avec Vinicius. Donc, le chef d'État, c'est une carrière maintenant. Le plus rond, je ne sais pas. Le plus rond n'a rien à voir avec le pouvoir d'État. Si c'est pas une carrière, on ne fait pas 40 ans et qu'on est encore là. C'est une carrière. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça. Allez, c'est ça qui c'est un mandat qui dure éternellement. Après les transitions éternelles, le mandat éternel, c'est maintenant au mandat éternel. Très bonne semaine. Vous empêchez Tanguy de faire ça.